Bienvenue dans cette nouvelle édition du Africa Tonight sur Africa 24. Voici les titres. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, s'est présenté ce mercredi devant la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas au cours d'une audition de mise en état. Les chefs d'État du bassin du lac Tchad étaient réunis ce mardi à Niamey au Niger. Au centre de discussion, la mise en place rapide de la force multinationale de la Commission du bassin du lac Tchad. Et focus sur le système éducatif rwandais qui a introduit en 2009 l'apprentissage d'une nouvelle langue, le Kinyarwanda, en plus des deux langues officielles, le français et l'anglais. Mais tout d'abord, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a demandé ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies d'envisager le déploiement d'une force d'intervention rapide dans le nord du Mali à la suite d'une série d'attaques meurtrières contre les forces de la MINUSMA. Le chef de la diplomatie malienne a par ailleurs demandé la révision du mandat de la MINUSMA et le renforcement de ses capacités et de ses moyens pour lui permettre de faire face aux regains de violence dans le nord du pays. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, s'est présenté en personne ce mercredi devant la Cour pénale internationale de La Haye pour une conférence de mise en état consacrée à la préparation de son procès qui peine à démarrer. La procureure Fatou Bensouda, présente à l'ouverture de l'audience, a de nouveau demandé au Kenya de coopérer. Marina Vani. Premier chef d'État en exercice devant la Cour pénale internationale. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a répondu ce mercredi à la convocation de la CPI qui l'accuse de crimes contre l'humanité. Il s'est présenté à titre personnel en nommant provisoirement son vice-président William Ruto, lui-même accusé par la Cour pour les mêmes faits, président en exercice durant son séjour à La Haye. Il s'agira de statuer sur un éventuel nouveau report de procès. La chambre du procureur reproche à Nairobi de ne pas coopérer en refusant notamment de lui transmettre des relevés bancaires ou téléphoniques. Nous avons de bonnes raisons de penser que les données téléphoniques sont encore disponibles et permettraient de révéler les liens, des liens de pertinence par rapport aux enquêtes et aux questions posées par l'accusation. Et il y a des dossiers qui sont disponibles pour le gouvernement du Kenya et qui révéleraient, communiqueraient ces numéros. L'accusation ne le sait pas. Mais si le gouvernement du Kenya était véritablement et sincèrement intéressé à faire des efforts pour respecter notre demande, elle trouverait ces dossiers, elle les communiquerait et elle s'assurerait que les sociétés téléphoniques mènent à bien des enquêtes appropriées. Le président kenyan est mis en cause pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de fin 2007 et début 2008 dans son pays. Des troubles qui ont fait plus de 1330 morts et 600 000 déplacés. Pour ce qui est de la mise à disposition d'éléments de pièces ou de pièces à la Cour, on nous ignore sans cesse. On a donné 3 mois de relevé. On ne nous a absolument pas dit si oui ou non ils étayaient la thèse de l'accusation. Il a droit à un verdict d'innocence parce que cette affaire n'est pas fondée. Il n'y a pas d'enquête en cours. Car s'il y en avait, il y aurait un procès. Le procès aurait dû s'ouvrir en novembre 2013, mais il a été repoussé à plusieurs reprises en raison de la rétractation de plusieurs témoins importants. Une série de défections a commencé à la suite de la publication de leur nom en 2010 et qui s'est généralisée après la victoire de Kenyatta à l'élection présidentielle de mars 2013. Selon certains analystes politiques, faute de témoins, le dossier d'accusation contre le président kenyan semble aujourd'hui faible. Regain de violence à Bangui en Centrafrique où de violentes manifestations ont éclaté ce mercredi. Des scènes de pillage ont été signalées suite à des tensions communautaires. Une partie des anti-Balaka demande la démission de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Le sommet régional pour lutter contre Boko Haram s'est achevé ce mercredi 7 octobre à Niamey au Niger, une rencontre au cours de laquelle le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria ont décidé de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre Boko Haram. Paul Dosingwe. Une force armée pour combattre une autre, mais terroriste celle-ci. À l'issue d'un sommet régional sur la lutte contre la secte islamique Boko Haram, les pays du bassin du lac Tchad ont mis sur pied une force régionale. Dotée de 700 soldats venus du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria, cette force régionale aura pour mission première de combattre le groupe armé Boko Haram. Il y a donc là une volonté absolument importante, non simplement de régionaliser le conflit, mais d'en prendre la mesure et de mettre les moyens les plus adaptés pour éventuellement arriver à bout de Boko Haram.
Opérationnelle dès le 20 novembre 2014, la force régionale de lutte contre Boko Haram fait partie de la stratégie de lutte commune élaborée par les pays du bassin du lac Tchad. À peine créée, certains spécialistes s'interrogent sur la mise en place rapide de cette force régionale, ses moyens logistiques et sa capacité à vaincre Boko Haram, un groupe terroriste certes, mais lourdement armé. Boko Haram est en relation avec certaines milices, d'une certaine manière djihadistes, qui sévissent dans la zone sahélo-saharienne. Donc 700 hommes, c'est ici un effet d'annonce absolument intéressant, mais 700 hommes, ça demeure relativement insuffisant. Il faut que les États, en fait, montent rapidement en gamme. On voit des signaux relativement clairs et très précis, à la fois sur le nombre d'hommes qui doit augmenter, sur les matériels, et sur tous les mécanismes de surveillance pour que Boko Haram sache en effet que l'adversaire est de taille et que l'adversaire est régional. Sinon, si ce n'est pas le cas, la régionalisation de la force risque effectivement ici d'être de très peu d'efficacité. En 5 ans, la secte islamique Boko Haram a causé la mort de plus de 10 000 personnes au Nigeria. Selon certains observateurs, pour lutter efficacement contre Boko Haram, la communauté internationale et l'Afrique du Nord devraient participer à cette coalition. La Banque mondiale tire la sonnette d'alarme. Le coût économique d'Ebola pour l'Afrique de l'Ouest pourrait dépasser les 32 milliards de dollars d'ici la fin 2015 si l'épidémie venait à s'étendre hors des 3 pays actuellement touchés. Pour l'heure, la fièvre hémorragique a fait près de 3500 morts en Afrique de l'Ouest. Le Rwanda a introduit depuis 2009 le Kinyarwanda comme langue d'enseignement en classe de maternelle et dans certaines autres classes du primaire. Objectif, mettre sur le même pied d'égalité les 3 langues officielles, à savoir le Kinyarwanda, le français ou encore l'anglais. Bilan 5 ans après cette mesure avec Olive Tchakotan, notre correspondant à Kigali. Valoriser le Kinyarwanda au même titre que le français et l'anglais, c'est l'ambition des autorités en charge de l'éducation au Rwanda. Depuis près de 5 ans, le Kinyarwanda fait office de langue d'enseignement à la maternelle et dans les 3 premières classes du primaire dans le pays. Nous sommes ici à Kigali, dans l'école primaire à Paper, un établissement fréquenté par près de 700 élèves. À la veille des examens de fin d'année, l'heure est à la révision d'une leçon de géographie dans cette classe de 3e primaire. Une révision qui se déroule dans la langue maternelle des apprenants. Je suis très content d'étudier le Kinyarwanda car c'est ma langue maternelle. Je comprends aisément les explications des cours. J'ai retenu que le lac Kivu dispose de plusieurs richesses, dont le sel et le gaz méthane. La révision du jour m'a permis de comprendre que le lac Kivu est une étendue d'eau qui ne coule pas et se situe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. En 2009, le pays disposait d'une vingtaine d'ouvrages didactiques en Kinyarwanda. Aujourd'hui, plus de 200 différents livres sont destinés à l'enseignement de la dite langue. Les autorités ont aussi intensifié la formation des enseignants pour une éducation de qualité. Mais en milieu urbain, le Kinyarwanda est confronté à certaines difficultés. Il y a beaucoup de mots en Kinyarwanda qu'on n'a pas utilisés à la maison avec les enfants. Bon, pour expliquer, par exemple, il y a les mots comme Inhara, il y a aussi Inhoko. Ce sont les noms difficiles qu'on utilise dans les lieux. Le gouvernement rwandais a consacré entre 2000 et 2007 environ 20% du budget annuel à l'éducation. L'accès à l'éducation est estimé à ce jour à près de 96% au pays des 1000 collines. En 2012, les autorités ont investi près de 4 milliards de francs rwandais dans les matériels scolaires pour donner plus de visibilité au Kinyarwanda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition du Africa Tonight sur Africa 24.